Espace TV, le 22h. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Après les dommages sur ses abonnés, le reste de la Sotelgui font désormais des morts. C'est le cas ce jeudi à Koloma où le mur de la clôture de ses installations s'est effondré et fait un mort. Oumou Hawaba, la cinquantaine, y a croisé la mort alors qu'elle revenait d'un baptême. À suivre les détails dans ce journal. L'annonce de l'ouverture du procès des massacres du 28 septembre 2009 ne fait les heureux que dans les rangs des victimes, mais celle de Zogota aussi. Et cette volonté des autorités est bien saluée par les défenseurs des droits humains que vous suivrez dans ce journal avec Moïse Bitelama depuis Nzérékoré. Cinéma, on en parlera dans ce journal et nous irons à la rencontre du réalisateur guinéen Thierno Souleymane Gando Diallo. Il rentre du Final Cut de Venise en Italie où il a raflé 4 prix lui seul. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, un mur s'est effondré sur une vieille femme ce jeudi matin. C'est à Koloma que le drame a eu lieu. La victime, Oumou Hawaba, la cinquantaine, revenait d'une cérémonie de baptême. Quand elle a croisé la mort sur son chemin, sa brusque disparition a suscité une vive émotion dans le quartier. Le reportage est de Mohamed Valek Kamara et Mohamed Kapelo Silla. Hawaba était âgée d'une cinquantaine d'années. Ce jeudi matin, elle revenait d'une cérémonie de baptême avant de se séparer pour la dernière fois avec certains de ses voisins. C'est à son retour du lieu de baptême que ce mur, une infrastructure de l'ancien Sotelgui, érigé dans le quartier depuis belle lurette, s'est effondré sur elle. J'ai mon chargé d'aménagement qui est parti m'informer à la maison que le mur est tombé sur une vieille, sur la vieille ici. C'est ça, je suis informé que directement, je suis... Et puis lui, le départ. Il y a un jeune du quartier qui a appelé secours. Arrivé maintenant, on voit que le mur est tombé sur la vieille. Mais ils étaient 5. Les 4 enfants, ils ont pris la fuite. Mais la vieille n'a pas pu s'échapper. Parents, amis et voisins du quartier sont inconsolables. La disparition d'Awa a profondément consterné son entourage. Elle a passé sur moi tout de suite, elle m'a salué. J'ai demandé après sa fille, elle dit qu'elle est en bas là-bas. Après, je me suis assis là-bas. Mon mari m'a appelé dire « Ah, il faut venir, il y a une vieille qui... Le mur a tombé sur une vieille ici, elle est décidée. » Bon, il y avait les gens qui disaient qu'on ne le connaît pas, mais c'est une vieille que j'ai restée avec plus de 10 ans. Après, je suis venu, j'ai regardé, j'ai dit, je connais la vieille, je connais son fils. J'ai appelé son fils pour l'informer. Aussitôt informés, ses enfants se sont rendus sur le lieu du drame. Tous sous le choc, difficile de témoigner. Le corps a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage signé Mohamed Valek Touré, une autre victime et une autre famille endeuillée qui vient de perdre son unique fils. Le jeune s'appelait Abdoul Gadiri Diallo et était un carreleur de profession. Il a été tué ce mercredi après l'enterrement à Bambeto d'une autre victime des manifestations dans la famille du défunt. La mère de Gadiri se rappelle des derniers instants de son fils. Alseni Bari, c'est une mère déboussolée, l'esprit ailleurs, qui reçoit les condoléances. Elle a perdu son unique fils, fauché par une balle, selon les témoins. Mariam était allée présenter ses condoléances dans une maison mortuaire à Anta. À son retour, des tirs crépitent. C'est en se mettant à l'abri qu'elle comprend l'absence de son fils. Mon fils a donné au docteur mon numéro. Celui-ci m'a appelé pour me demander si je suis la mère d'Abdoul. J'ai répondu par oui. Il m'a dit de venir à Donka, que mon fils a reçu une balle. Je suis venue, j'ai vu mon fils et je lui ai dit « Abdoul, c'est ce que tu es en train de me faire ?» Il m'a dit « Maman,
Non, ne me pleurez pas. Acceptez, c'est la volonté divine. Et je suis sortie. Abdul Gadiri a reçu une balle au quartier Hafia 3. Elle a traversé son dos pour faire sortir ses intestins. La mère s'en remet à Dieu pour que justice soit rendue. Ils ont tiré sur mon fils Abdul Gadiri. Je m'en remets à Dieu. Je pardonne à mon fils, mais je ne vais jamais pardonner à celui qui a tiré sur lui. Peut-être la justice divine, mais pas sur terre, car le jeune homme de 16 ans a déjà été inhumé sans autopsie. Sa famille a craint la lenteur de la procédure et ne voulait pas attendre qu'on lui demande de payer pour récupérer le corps. Quand on demande l'autopsie, ça prend du temps pour avoir le corps, pour de l'enterrement. Ça veut dire que la famille va rester longtemps en deuil. Bon, paraît-il, et puis paraît-il aussi pour récupérer le corps après, on vous demande des sommes de l'argent. Au total, 3 jeunes ont été blessés dans le quartier Concasseur. Celui-ci a reçu des coups de poignard au pied. 3 militaires me poursuivaient, mais comme ils n'ont pas pu m'arrêter, j'ai escaladé un mur. Un militaire a sorti son couteau pour me poignarder au pied. Comme il a vu le sang qui coulait, et je suis tombé, ils ont fui. La mort d'Abdoul est intervenue après l'enterrement d'un autre jeune à Bambeto. Fin de la visite du travail du procureur adjoint de la Cour pénale internationale en Guinée. Maman Dianyang s'est entretenu avec les autorités du pays, les partenaires, avant d'inspecter les infrastructures devant abriter les débats. Avant de reprendre son envol, il s'est entretenu avec les médias. Mamadou Sadio Baldé a choisi quelques passages pour vous. Suivez. Jamais la Cour pénale internationale n'avait affiché un optimisme aussi clair. L'engagement du président de la transition, les séances de travail avec les autorités judiciaires et la visite des locaux devant abriter le procès tranchent avec les promesses du régime déchu. La CPI apportera toute son expertise liée à la gestion du procès, la formation des acteurs. À propos, le procureur adjoint a été amené à se prononcer sur les procès de Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba et le passage éclair du président kenyan devant la Cour. Quelqu'un a posé cette question qui est presque de la provocation en même temps par rapport en fait à tous ces accusés politiques qui à l'issue de leur procès ont été acquittés. C'est aussi ça le procès. On ne parlerait pas du procès si le résultat est joué ou est connu d'avance. Dans l'opinion, parfois, en fait, il y a des coupables tout désignés. Mais il faut bien qu'on se résolve à accepter aussi les règles du jeu. En Guinée également, il y a eu des crimes de masse. Mais entre l'opinion toute faite d'un problème et la réalité d'un procès, le résultat peut être différent. La vérité judiciaire, c'est la vérité qui résulte de la preuve apportée devant les juges. C'est ça la vérité judiciaire. Il y a plein de choses qui arrivent dans un procès, en sorte que peut-être ces preuves-là n'ont pas été mises à la disposition des juges de façon suffisante. Mais là, chaque procès aussi a sa réalité. Les juges, en toute indépendance, tranchent un problème, pas en fonction du déroulement des faits sur le terrain, mais suivant les preuves exposées pendant les débats. Et qu'il y ait des juges indépendants qui regardent les preuves en disant, c'est pas que personne n'a rien commis, mais que ces personnes qui sont devant elles, par rapport au mécanisme de responsabilité, en fait, on n'est pas convaincu qu'elles soient coupables. Je pense que ça, c'est à l'honneur de la justice. Pour le reste, le procureur adjoint de la CPI s'est félicité de l'engagement des autorités guinéennes à tenir ce procès afin de tourner cette page sombre de son histoire. Dans le même cadre, procès du massacre du 28 septembre 2009, les autorités passent à la vitesse supérieure en exprimant leur volonté politique à relever ce défi. Mais est-ce que toutes les dispositions sont-elles prises pour organiser un tel procès dans un bref délai quand le gouvernement rassure et les hommes de droit, eux, restent sur leur faim? C'est un décryptage signé Aminata Massiré Bangoura. Le 26 septembre 2022, c'est la date probable de la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009, selon une annonce faite par le ministre de la Justice. Un procès que les victimes et parents des victimes de ces tueries attendent depuis plus de 13 ans. Mais cette date est-elle vraiment tenable? Tous les actes sont en train d'être posés
Et nous pensons que cette date sera respectée. Telle est notre volonté au niveau du ministère de la Justice. L'avocat du président en exercice d'alors, capitaine Moussa Dadis Camara, parle d'un soulagement après toutes ces années d'attente, mais il reste pessimiste sur le respect de cette date annoncée par les autorités au regard des dispositions de l'article 658 du Code de procédure pénale. Il y a totalement des éléments qui ne permettent pas de manière objective qu'un procès se tienne le 26. La loi a fixé un certain nombre de délais dans lesquels la citation devrait être délivrée aux personnes poursuivies. Dans le cas des personnes qui ne se retrouvent pas donc en Guinée, la loi demande l'observation d'un délai de 3 mois. Un avis partagé par Maître Paul Yumba Kourouman qui a émis des réserves. Et Maître Alpha Amadouba soutient que cette date est tenable. La tenue de ce procès, nous l'avons dit, c'est impossible dans les conditions actuelles. Il ne faut pas imposer la cadence des travaux manuels de construction à la procédure, à la loi. Il y a des possibilités, par exemple, de ramener Moussa Dadis Camara à Conakry avant la date indiquée. En ce qui concerne les autres accusés, si les citations sont délivrées à temps, nous pensons que le délai du 26 septembre pourra être tenu. Le procès du 28 septembre est un procès à haut risque selon certains observateurs. Un rendez-vous de grande révélation. Après plusieurs années d'attente, les Guinéens pourront-ils finalement savoir qui a fait quoi dans les massacres du 28 septembre 2009 qui ont fait plus de 150 morts? Les nouvelles autorités vont-elles relever ce défi les prochains jours? Nous édifierons. Le 26 de ce mois est la date probable de l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009. C'est du moins ce qu'ont annoncé les autorités du pays. En Zérékoré, si les défenseurs des droits humains se disent favorables à cette date, ils souhaitent par ailleurs que les autorités prennent en compte les cas des massacres de Zogota. Moïse Bitelama est parti à leur rencontre. Suivez son reportage. Depuis l'annonce de la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009 par les autorités, les défenseurs des droits humains de la région forestière ne cachent plus leur réjouissance. Pour eux, ce procès a beaucoup traîné. Cela permettra de situer les responsabilités dans ce massacre. Nous souhaitons que ce procès soit autant que mieux un procès crédible qui puisse enfin permettre aux victimes de savoir qui a fait quoi et qui entre dans leurs droits. Donc nous saluons cette initiative des nouvelles autorités de la Guinée. Ce leader politique aussi apprécie bien cette motivation des autorités de la transition à faire face au procès du massacre du 28 septembre 2009. Les nouvelles autorités ont jugé nécessaire ou estimé que les conditions sont réunies pour que ce procès ait lieu, mais on ne peut pas créer d'autres obstacles pour ça. Donc je suis d'avis pour que ce qui est trop dit, que les gens comprennent la réalité des choses, que les responsabilités soient situées par rapport à cette affaire de massacre du 28 septembre. Quant à cet avocat à la cour, il souhaite, après le procès du 28 septembre, que la justice fasse face aussi au massacre des Zogota. Dans cette histoire, lorsque 28 septembre va être réglé, j'ose croire que son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, va aussi faire face à cette histoire de Zogota. Parce que tous ceux qui ont été, il n'y a que quelques gens qui nous ont quitté ce monde, mais tout le monde est là. L'annonce de la date du 26 septembre de cette année pour l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009 est appréciée par beaucoup de citoyens de la région.
Autre chose dans cette édition, des échanges ce jeudi entre les officiers et les cadres des services chargés de l'application de la loi sur les résultats encourageants liés à l'opération Trigger. Ils sont organisés par le programme d'Interpol sur les armes à feu dénommé IARM, mis en œuvre simultanément du 13 au 19 juin 2022 dans les 8 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Le but est de rassembler, partager, analyser toutes les informations sur la criminalité liée aux armes à feu. Antoinette Dédé Onivogui et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Lutter contre le terrorisme, les auteurs de crimes violents et les trafiquants d'armes. Voilà l'objectif de la rencontre avec les officiers et les cadres des services chargés de l'application de la loi sur les résultats liés à l'opération Trigger 8. Elle cadre donc parfaitement avec la volonté et l'engagement du gouvernement de la transition à lutter efficacement contre la criminalité transnationale et nationale, renforcée par la circulation des armes légères et de petit calibre. Parmi les préfectures où l'opération a eu lieu, Kindia tient la tête de peloton en termes de recrudescence des attaques à main armée sur la nationale Koya, Kindia et Mamou. Il faut noter que le choix de la préfecture de Kindia découle de la recrudescence des attaques à main armée sur la nationale Conakry-Kindia, Kindia-Mamou, où 6 PMAK saisis par le tribunal ont été enregistrés par nos équipes. La présente réunion, conduite par des experts de l'unité de coordination nationale, permettra aux participants de présenter et de discuter des cas concrets vécus ainsi que leurs perspectives en la matière. C'est pour nous l'occasion de remercier l'ensemble de tous les acteurs, singulièrement Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, à l'époque procureur général, les chefs des greffes des 3 tribunaux de première instance de Conakry pour la facilitation des travaux d'enregistrement des armes à feu saisies. Aussi, les mêmes remerciements à la Direction générale du Corps des conservateurs de la nature pour la saisie des raies de requins et la diligence du procès à Bofa. Notons que cette opération a été accompagnée par le ministère de la Défense, l'EIPC Interpol et l'Union européenne. Après quelques heures de fermeture, les activités ont repris au port autonome de Conakry. Elle avait été suspendue hier nuit. L'ordre de cet arrêt serait venu des autorités de la transition. Selon des informations, tout tourne autour d'un retour de l'ex-président Alpha Condé que les autorités turques auraient refusé. Pourquoi impliquer le port dans de telles affaires? Élément de réponse avec Mamadou Saliouba. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est resté ouvert, le port autonome de Conakry, l'un des poumons économiques du pays. Mais pour la première fois, sinon l'une des rares fois, il est resté fermé quelques heures. Tous les travailleurs sommés de quitter les lieux, nous confie une source. Nous étions à nos postes quand on a vu des militaires surgir à l'intérieur du port. Nous avons été sommés de quitter sans explication. Tous les bureaux et cabines ont été cadenassés. L'ordre de fermer le port serait venu de la présidence qui aurait constaté un refus d'extradition de l'ex-président Alpha Condé par les autorités turques. Alors, pour faire pression, fermer le port géré par Al Bayrak, une société turque, serait la solution du CNRD. L'État guinéen, désormais, exige à ce qu'Alpha Condé revienne dans son pays. Et donc, pourquoi le port autonome? Parce que de ce côté, il y a Al Bayrak. Al Bayrak qui est une société turque évoluant en Guinée, qui appartient au beau-frère du président turc. Pour l'heure, aucune information officielle sur les raisons de cette fermeture momentanée. Seule certitude, c'est sous Alpha Condé que Al Bayrak a obtenu la gestion d'une partie du port et récemment, une photo de lui alité a été publiée dans la presse, une politique ou pas de justifier son hospitalisation, difficile pour l'instant de l'affirmer.
Les 157 travailleurs licenciés de l'hôtel Sheraton Grand Conakry ont tenu ce jeudi en sit-in devant la présidence. Ces anciens travailleurs ont profité de la tenue du Conseil des ministres pour attirer l'attention des autorités de la transition sur les conditions de leur licenciement. C'est le haut commandant de la gendarmerie nationale qui les a rencontrés, Bernard Koundouno et Aboubakar Dine Kamara.